Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Sébastien. Salut. Ça va bien? Oui, merci. Depuis la dernière fois, j'espère que ça va encore bien. Cette fois-ci, on va parler des API et du airbag, qui sont deux éléments API principaux qui étaient l'espèce de structure principale de comment fonctionne Kubernetes, l'espèce d'appui de base, et airbag qui est le pendant plus sécurité qui est associé aux API avec. Donc, je vais te laisser parler des API vraiment pour qu'on définisse de façon claire, parce que dans le premier épisode, de façon plus large, on a juste effleuré la situation. C'est important de comprendre comment les API se placent dans un contexte Kubernetes parce que c'est très fondamental. Il y a beaucoup d'éléments, dont la sécurité avec Airbag, qui s'appuient sur l'existence de ça. Donc, cette définition-là est primordiale. Je vais te laisser la définir correctement, mieux que moi d'ailleurs. Puis on va continuer là-dessus après. Bon, moi, je l'ai dit la dernière fois, j'ai l'habitude de dire que Kubernetes, avant tout, c'est une API. Donc, il y a deux parties à ça. Il y a la partie, vraiment, le API server, donc il y a la partie visible, la partie avec qui on parle. Et avec qui on échange pour gérer les ressources qui existent à l'intérieur du cluster. L'autre partie, quand je dis que c'est une API, c'est parce qu'on peut créer n'importe quel type de ressources. On peut rajouter des ressources, donc on peut augmenter l'API de base de notre Kubernetes pour lui apprendre des nouvelles choses. Et puis après, à l'intérieur, on peut déployer des nouvelles applications qui vont utiliser ces ressources pour créer quelque chose avec. Donc, c'est en ça que, pour moi, je vois ça comme une espèce de grosse API. Et d'ailleurs, c'est l'élément important parce que si on définit comme le fonctionnement de Kubernetes comme étant un gros API, comme tu le mentionnes, ça vient conditionner la réflexion qui est associée. Donc, comment on accède à ces éléments-là, comment c'est exposé et comment on utilise ces API-là et de façon idéalement sécuritaire. Voilà. Donc, je vais commencer par parler de l'API serveur, donc la partie avec laquelle on parle. Donc, comme n'importe quelle application, ben c'est une API, il faut la protéger. Donc, dépendamment, quand vous êtes en cloud, ben vous avez généralement le choix de créer votre cluster private ou public. Dans Google, par exemple, on peut créer un cluster private, mais avec une API publique. Alors, elle est publique, entre guillemets, parce qu'elle a une IP publique ou un nom public, mais qui n'est accessible en général par des rule sets ou qui n'est accessible qu'à l'intérieur de votre réseau quand même. Si vous êtes on-prem, attention de penser à bien sécuriser cette API. Il y a eu des talks encore à KubeCon Europe, là, il y a quelques semaines de ça, qui parlaient de comment exploiter l'API de Kubernetes si elle n'est pas bien protégée, si il y a encore pas si longtemps, je sais que ça a changé, il y avait des flags qui faisaient en sorte que par défaut, ben, l'API serveur, il n'était pas sécurisé. Donc, si vous mettiez votre API serveur pas sécurisé sur une IP publique, eh ben, n'importe quel scanner, n'importe quel bot qui vous scanne peut ensuite aller exploiter, récupérer les tokens, devenir admin et puis quasiment owner votre cluster. C'est vraiment pas... Il y a des gens qui font la démonstration, là, ça prend 10 minutes et c'est fait. Donc, faites bien attention à ça. C'est une API, il faut la sécuriser en tant que telle. Oui, ben c'est important que tu ramènes ce point-là d'API justement parce que pour que les gens le comprennent. Puis en même, de façon générale, les gens n'ont pas tendance à sécuriser les API à un niveau qui est adéquat. Mais encore dans ce cas-ci, c'est que l'API vient contrôler l'ensemble de l'infrastructure du cluster dans lequel on est. Fait que c'est d'autant plus critique de le protéger plus qu'un API d'application qui est peut-être plus circonscrit. Dans ce cas-ci, c'est vraiment tout ce qu'on est. Fait que c'est très important. Puis je trouve ça intéressant sur le on-prem. Je trouve ça un peu décevant encore en 2023 que les gens, on doit leur rappeler ça, mais effectivement, on n'expose pas tout, même à l'interne. Là, encore plus, si c'est un IP public dans le cas, là, puis je sais que les grands clouders ont fait des efforts, puis on ne permettent plus aussi facilement que ça l'était de mettre un IP public, puis d'exposer son API. Puis dans l'absolu, je parle je mets mon chapeau sécurité, là. J'ai aucune raison pourquoi exposer un API d'un classeur parce que c'est mon engin de gestion de mon classeur et c'est pas. Puis la distinction, c'est. Peut-être les gens le voient mal,
c'est que les API qui sont exposés par les services dans mon cluster sont une chose. Donc, les applications que je développe ont des API qui vont exposer. Et l'API de gestion du cluster, c'est une autre notion. Donc, c'est très important de distinguer les deux et justement de faire que de ne pas exposer l'API de gestion. Là. C'est l'API qui donne accès à tout ce qu'il y a dans ton cluster. Donc, si tu as 15 applications, potentiellement, si tu te fais hacker ton API cluster, le hacker, il a accès à, en plus, toutes les API de toutes tes applications, mais il a accès à tous les containers de tous les pods de tes applications anyway. Bon. Donc, de mémoire, il y a 2 flags quand on déploie du Kubernetes on-prem sur l'API server. Le premier flag, c'est de dire qu'on active l'authentification. Donc, pour faire des calls API, il faut être authentifié. Et le deuxième, il me semble que c'est un paramètre de certaines informations qu'on peut accéder pas authentifiées. Et donc, je pense que maintenant, c'est disable par défaut, mais en tout cas, relisez bien, je ne les ai pas en mémoire, mais relisez bien ces paramètres-là. Quand vous démarrez votre API server on-prem, dans le cloud, aujourd'hui, il n'y a plus de problème, à part de vraiment vouloir rendre votre système insécure. Mais sinon, il n'y a plus de problème. Donc, vas-y. Oui, mais tout ça est très intéressant, puisqu'on est à la jonction en 2 univers, parce que d'un point de vue développement, c'est une chose, puis ils sont habitués d'exposer des API parce que c'est un peu la fonction du développement d'application. Puis j'aime ça parce que la confusion, elle est très intéressante parce que quand on arrive avec des personnes d'infra, on va parler de virtualisation plus classique comme VMware, ben on n'a pas d'API qu'on expose de cette notion-là. Fait qu'on est comme dans une espèce de no man's land où les développeurs sont habitués d'exposer des API pour les services qu'ils font. Et là, ils sont trouvés avec un service, une notion de virtualisation d'application qui permet justement une exposition facile d'une API, mais de sa gestion. Et les gens d'infra qui sont habitués à faire de la gestion d'infrastructure, ben, n'ont jamais eu à sécuriser d'API parce que cette notion-là n'existe pas pour eux autres. Fait qu'on est vraiment dans un no man's land qui permet cette confusion. Puis j'imagine. J'ai entendu plusieurs cas de services qui se sont fait casser parce que les API de Kubernetes étaient disponibles et sont partis avec les clés de la maison puis avec tout ce qui était dedans à ce moment-là. Là. Mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas eu besoin de partir avec les clés de la maison si la maison était restée ouverte de toute manière. Oui, mais dans le sens où j'allais avec ça, c'est que les gens d'infra ne sont pas habitués de sécuriser des API parce que c'est pas dans leur culture, c'est jamais là. Et les développeurs n'ont jamais eu à être exposés à de l'infrastructure. Oui. Fait qu'eux autres, pour les API, ne sont pas des API d'infrastructure, des API d'application dans généralement un spectre plus court. Fait qu'on retrouve avec des API d'infrastructure que les personnes d'infrastructure ne savent pas sécuriser parce qu'ils n'ont jamais été exposés à des API. Et les développeurs ne savent pas plus parce qu'ils n'ont jamais géré l'infrastructure. Fait que on est comme dans une espèce de no man's land, justement, qui nous amène à cette espèce de zone obscure qui place à l'erreur, beaucoup d'erreurs. Puis si ça s'est parlé, ça parle encore dans les conférences à l'heure actuelle, c'est parce que c'est encore d'actualité, parce que justement, les gens d'infrastructure, il y a comme un vide entre les deux qui ne permet pas justement de combler ça facilement. Mais heureusement, les grands clouders l'ont fermé justement pour sauver la mise. Là. Donc là, on a vu l'API server, comment accéder à l'API. Donc, quand on accède à l'API, on a activé l'authentification. On arrive dans notre cluster, on est authentifié, on a une identité quelque part à l'intérieur du cluster. Donc, l'identité, quelque part, c'est une des multiples ressources qui sont gérées par Kubernetes. Un pod est une ressource, un service, un deployment, un stateful set. Tout ça, c'est des ressources. Donc, c'est les API de base de Kubernetes. C'est les objets qui existent de base dans l'API Kubernetes. Vous me prenez ça comme vous voulez, mais on peut en rajouter. Donc, quand on en rajoute, ça devient des custom resource definition. Alors, si je veux utiliser Cert Manager pour gérer des certificats SSL dans mon cluster, par exemple, ben lui, il va créer des certificats, des signing requests, qui sont des nouveaux types de ressources qu'on peut créer à l'intérieur du cluster. Et donc, c'est en ça que Kubernetes est une API, c'est qu'on se retrouve avec tous ces objets qu'on peut venir utiliser via une API, et c'est la beauté de Kubernetes.
On peut les lire, on peut les écrire, les modifier, on peut les watcher, on peut vérifier s'il y a des changements sur ces trucs-là. Donc, une application peut venir appeler l'API en disant « Je veux watcher un pod ». Et si le pod il change, notre application à nous va être notifiée, va pouvoir faire une action à partir de ça. Et évidemment, on ne veut pas laisser tous nos objets de notre API ouverts à n'importe quoi qui existe ou à n'importe qui. Donc, pour le n'importe qui, on active l'authentification au niveau du API serveur. Mais quand on est à l'intérieur du cluster, il y a une espèce de mode par défaut qui fait que on peut démarrer une application qui va automatiquement avoir accès au token interne de l'API et qui va nous permettre de parler à l'API en interne, directement à l'intérieur du cluster. Alors, quand je dis directement à l'intérieur du cluster, des fois c'est vrai, des fois c'est faux. L'adresse du cluster est généralement écrite dans un service qui s'appelle Kubernetes dans le namespace default. Donc, on peut toujours, si un jour on oublie, c'est quoi vous faites l'URL pour aller parler à mon API serveur, vous pouvez la retrouver dans le service Kubernetes du namespace default de votre cluster. Mais donc, tout ça pour dire, quand on démarre une application en externe, il faut lui dire, OK, mon API serveur est à telle URL, voilà mon login, mon mot de passe ou un token ou peu importe pour m'authentifier. Mais quand on est à l'intérieur du cluster, l'URL, elle va être découverte nativement et le login mot de passe, en fait, un token, il va être récupéré directement à l'intérieur du cluster Kubernetes aussi. Donc, si vous êtes développeur, vous voulez développer ce qu'on appelle un opérateur ou un opérateur qui va utiliser l'API Kubernetes à l'intérieur de Kubernetes, c'est 3 lignes de code il n'y a pas à s'authentifier, il n'y a rien à faire. La seule chose qui va être utilisée, c'est le service account avec lequel vous allez démarrer votre application. Et ce service account, c'est à lui qu'on va attribuer certains privilèges pour accéder à certaines fonctionnalités de l'API. Donc, dans Kubernetes, à l'origine, c'était du ABAC, donc de l'access... Access base. En tout cas, bref, ouais, c'est attribute base, access control. Voilà. Et donc, ça, au départ, c'était comme ça. Ça a été changé, mais il y a quand même plusieurs années, donc on va dire longtemps dans le monde Kubernetes, par du RBAC, donc du role base. Donc, ça sous-entend que maintenant, on définit des rôles. Alors, voilà comment ça se passe dans Kubernetes, parce que c'est pas toujours la même affaire dans tous les domaines de la sécurité. Mais dans Kubernetes, on a des rôles. Donc, les rôles, c'est comme la liste des API et des accès qu'on autorise sur ces API-là. Par exemple, j'ai le droit de lister les pods, ou j'ai le droit de lire le contenu des pods, ou j'ai le droit de watcher les pods, ou j'ai le droit de modifier des pods. Donc, ça, c'est le rôle. Et dans un rôle, tu vas rassembler un ou plusieurs fonctions, là, ce que tu mentionnes, disons que tu peux faire plusieurs actions, tu le rassembles dans un rôle spécifique. Exactement. Donc, le rôle, par défaut, c'est tu n'as accès à rien. Donc, il faut que tu listes toutes les API. Donc, les API dans Kubernetes, elles ont... C'est un... Oh, je me souviens plus. Ça s'appelle KVS ou quelque chose. Donc, il y a un kind, il y a une version KVG, GKV. Il y a un groupe, il y a un kind et il y a une version. Donc, c'est un moyen de découper. Donc, le groupe, par exemple, ça va être sécurité.kubernetes.io. Là, je dis n'importe quoi parce que je m'en souviens plus, mais ça va être le groupe. Le kind, dans la sécurité, ça va être un rôle. Donc, la vraie ressource, ça s'appelle rôle.sécurité.kubernetes.io. Ne prenez pas ça pour du acquis, c'est pas ça, mais quand vous allez lister toutes vos API, vous allez bien voir qu'il y a ce fameux kind, groupe, et puis une version. Alors, les versions, souvent, c'est V1 alpha, V1 bêta, ou V1 quand c'est General Availability. Ça va être juste V1 en général, puis peut-être un jour des V2, je ne crois pas qu'il y en ait encore à l'heure actuelle. Donc,
Donc, on définit dans le rôle, on définit que telle ressource, qui est donc le kind, le groupe, la version, on donne tel genre d'accès. Read, watch, modify, delete. Voilà. Donc ça, c'est le rôle. Le rôle en lui-même, il ne sert à rien tant qu'il est attribué à personne. Après, on va attribuer ce rôle à un utilisateur, à un groupe ou à un service account. Donc ça, c'est dans Kubernetes ce qui s'appelle le role binding. Donc ça va faire le lien entre un utilisateur et un rôle. Ouais, puis c'est là où puis ça m'a pris un certain temps avant de comprendre d'ailleurs. Puis justement, dans mon monde de sécurité dans lequel je navigue plus souvent, on va avoir des groupes qui sont un pivot entre un nombre d'utilisateurs et un accès à une ou des ressources avec un certain nombre de privilèges définis. Dans le cas, justement, comme tu mentionnes, la définition de l'ensemble des privilèges est mis dans un rôle. Et ensuite, il y a un groupe qui t'appelle le role binding, qui est le rassemblement des utilisateurs qui. C'est juste dans le fond, c'est juste un ensemble d'utilisateurs dans lequel ensuite on va rattacher les deux ensemble, ce qui est un peu distinct par rapport à ce que la plupart des gens sont en sécurité, du moins, sont habitués. C'est que les deux sont comme liés dans le même objet. Mais là, c'est deux objets distincts. Ton role binding qui est un objet distinct et ton rôle est un objet distinct. Et qu'on va lier le role binding au rôle et non, il n'y a pas d'a priori entre les deux. Là. Alors, comment ça se passe dans la réalité de Kubernetes? Très souvent, chaque application qu'on va déployer va créer son propre rôle et son propre role binding qui est lié à ses besoins. Ça, c'est des choses quand vous prenez n'importe quel Helm chart d'application connue que vous déployez par défaut dans votre Kubernetes cluster, un CERT Manager, un Prometheus, un Grafana, ils vont créer automatiquement leur propre rôle et role binding. Donc, un role binding, ça appartient à un namespace. Donc, si votre application, elle fonctionne dans un namespace et qu'elle a accès... Donc, si toute votre application est contenue dans un namespace, ben vous allez avoir un rôle et un role binding dans le même namespace. Il y a la notion de cluster role et de cluster role binding qui se fait donc au niveau du cluster. Et techniquement, ça, si vous créez un cluster role, n'importe quel namespace dans n'importe quel namespace, vous pourrez créer un role binding qui va aller utiliser un cluster role parce qu'il est global, tout le monde le voit. Donc après, il y a des limitations. Je pense techniquement, il n'est pas possible de binder un rôle d'un autre namespace. Mais encore que là, je peux me tromper. Donc, allez voir la référence, la référence de l'API Kubernetes. Généralement, on ne fait pas ça, mais dans certains cas, ça pourrait se faire, j'imagine. Oui, bien, ça répond un peu à ce qu'on a discuté en off. C'est que normalement, on ne le fait pas. C'est pas recommandé. Si vous le faites, ça peut avoir des résultats inattendus qui peuvent varier même avec les versions des clusters. Pour tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, la documentation n'est jamais rattachée avec le réel. Il faut tester le réel, mais pas trop loin de la documentation parce qu'on pourrait avoir des surprises. Puis, au point de vue sécurité, c'est qu'on pourrait avoir des comportements inattendus, c'est-à-dire donner plus d'accès que prévu. Donc, c'est une meilleure pratique de rester un role binding avec un rôle dans le même namespace. Meilleure pratique. C'est préférable de rester comme dans cette perspective-là que de tester les API dans l'ultime retranchement de ce qui ont été développés pour. Là. Mais tout se peut. De la manière dont c'est fait, je pense pas que tu pourrais donner plus d'accès que ce que tu imaginais. Je pense que à un moment donné, l'API, quand tu vas essayer de faire quelque chose qui n'est pas correct, même si c'est pas dans la doc, l'API va te dire non. Tout simplement. Mon expérience tend à être mitigée face à cet énoncé-là. Tester l'API au plus... Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui les testent, fait que
Dans les bonnes pratiques, moi, je ne testerai pas les limites de l'API. Justement pour m'assurer qu'on ne dépasse pas par hasard, qu'il y a un comportement inattendu, non prévu parce qu'il y a un cas limite. Puis c'est parce que j'ai déjà eu. Ça m'est arrivé régulièrement de tester des cas limites. Puis même pas dans un contexte de sécurité où je vais briser le système, dans un contexte où j'avais un besoin d'affaires à réaliser. Et j'ai testé les API dans les plus profonds retranchements et j'ai eu beaucoup de surprises par rapport à que ça fonctionnait, puis pas dans le contexte de Kubernetes, parce que j'ai pas été à ce degré de test ça, mais perso, j'irais pas. Je resterais genre un role binding, role namespace. Alors, c'est plus rassurant, disons, pour mon chapeau sécurité. Donc, pour revenir à nos fameux airbags, parce que j'ai pas précisé ça non plus, mais dans Kubernetes, il y a deux types de ressources. Donc, c'est la même chose que les rôles et les cluster rôles. Tout est soit namespace, donc ça fonctionne au niveau du namespace, soit ça fonctionne au niveau du cluster. Donc, évidemment, si vous êtes un développeur, vous avez accès à un namespace pour votre développement, n'espérez pas créer une airbag dans votre namespace qui va vous donner accès à des API cluster. Vous serez limité aux API qui sont namespace. Donc, si vous pouvez accéder au pod, vous ne pourrez accéder que au pod de votre namespace. Si vous voulez accéder au pod de tous les namespaces, ça va vous prendre un cluster role qui va vous permettre de faire ça. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça la différence. C'est que le namespace est une espèce de conteneur, je ne veux pas dire un container, on va se mêler, un conteneur, une espèce d'isolation. Une frontière virtuelle, oui, ou logique. Une espèce d'isolation qui fait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais dans votre namespace. Vous n'avez pas accès au reste, à moins d'avoir donc des privilèges au niveau cluster, donc qu'un administrateur pourrait vous donner. Donc. Oui, mais dans ce contexte-là, puis c'est ça, puis je trouve ça très intéressant parce que on en parlait un peu. Normalement, en entreprise, on déploie pas tant de clusters que ça parce que c'est pas nécessairement nécessaire. Mais on va utiliser les namespaces pour ségréguer les projets de développement, aussi faire ces genres d'éléments-là. Du côté développement, en production, les différentes applications vont vivre dans des namespaces qui sont incidemment distincts justement pour. Parce que c'est pas les mêmes personnes qui les administrent, c'est pas les mêmes personnes qui font les éléments comme ça. Ça nous permet, d'un point de vue, là, je parle d'infrastructure de sécurité, justement de bien placer les bonnes personnes aux bonnes places. Et justement, dans un contexte de développement, on veut avoir un gros classeur de développement. On ne veut pas que tout le monde accède à n'importe quoi. Donc, c'est une belle façon de réussir à ne pas multiplier les clusters parce que c'est beaucoup d'entretien, un cluster. Juste d'utiliser un namespace comme étant une stratégie et donc le airbag associé pour justement y placer différents éléments et différents gens dans différents groupes qui permettent de travailler sans troubler le travail des autres. Alors, à ce propos, quand on est un développeur et qu'on a accès à Kubernetes, qu'on utilise kubectl, 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 appelez ça comme vous voulez, il y a des outils qui permettent, il y a des plugins, des extensions. Par exemple, donc ça marche avec une extension à kubectl qui s'appelle Krew, K-R-E-W. Donc, une espèce de gestionnaire de plugins pour ajouter des fonctionnalités à votre kubectl. Et il y en a une qui s'appelle Who Am I and Who Can, je pense. Et donc, Who Can, vous pouvez dire qui peut et vous donner un service account. Et le petit utilitaire va aller vérifier dans le cluster, OK, quel API tel service account a accès. Donc, c'est un moyen de lister quand on est en train de développer, de dire, OK, je veux que mon application ait accès à ci, à ça. On a créé un role, on a créé un role binding. On va aller valider que effectivement j'ai bien le droit d'aller lire ou d'aller watcher la création de secrets, par exemple. Cet outil-là vous permet de faire comme de lister ce à quoi le service account a accès. Ouais, ça rappelle les services qu'on avait sur Linux, OMI, et justement, le service sous Linux, c'est très drôle, justement, savoir que
sur quel compte tu es en train d'opérer, là, mais C'est inspiré. oh oui, c'est des univers très proches. Je veux dire, de dire que Kubernetes est loin de Linux, ça serait une hérésie parce que c'est basé un sur l'autre. Très, très fort d'ailleurs, ce genre de fonctionnement-là. Donc, c'est les mêmes réflexes qui sont associés. On a fait un grand tour. Y a-t-il d'autres éléments sur Airback API qu'on n'a pas couvert, que c'est peut-être important justement d'avoir un bon paysage de tout ça, puis de savoir ne pas tomber dans des pièges qui peuvent nous mettre dans le pétrin? Ben, dans un cadre de cluster partagé, de shared cluster Kubernetes, où effectivement on donne accès aux développeurs pour faire... on leur donne l'accès vraiment à l'API et à un ou des namespaces. Je pense qu'il y a une des bonnes pratiques à faire, ce serait immédiatement de limiter l'accès à certaines des API auxquelles ils ont accès. Et donc ça veut dire que les service accounts qui sont créés ou les service accounts qui sont donnés aux développeurs devraient par défaut être limités pour ne pas pouvoir, par exemple, créer eux-mêmes des airbags. Donc, on déporterait dans une autre couche, au niveau de l'infrastructure, par exemple, la gestion de quels sont le genre de ressources ou carrément la création des airbags serait gérée par l'infrastructure et non pas ouvert aux développeurs à l'intérieur de leur namespace, par exemple. Là, on serait dans la sécurité, j'ai envie de dire, extrême, où on voudrait avoir un contrôle absolu. Mais c'est des choses à faire quand on a un cluster partagé où différents groupes de développeurs peuvent chacun déployer des choses et où on veut un maximum d'isolation. Ouais, ben donner des bacs à sable qui sont distincts pour chaque groupe de développement. En grande entreprise, c'est ultra pertinent. Puis je dis pour ce que j'ai vu, ça m'interpelle parce qu'on a d'un point. Pré-Kubernetes, on avait des notions similaires à ça. Dans le fond, c'est de ramener des logiques qui étaient là avant. C'est juste de les répliquer dans comment on fait maintenant avec des technologies nouvelles, puis justement de ne pas se laisser emporter par des technologies nouvelles, mais de vraiment réappliquer les principes de base qui étaient là, qui ont toujours été finalement. Là. Oui. Juste pour dire, si vraiment c'est pour faire du bac à sable, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle les virtual clusters. Et donc, qui sont c'est vraiment ça, c'est des clusters Kubernetes virtuels qu'on peut créer à l'intérieur d'un namespace. Ça veut dire qu'on peut donner un cluster à notre développeur, mais tout ce qu'il va faire est contenu dans un namespace du vrai cluster. Avec les limitations du namespace. Mais le développeur, lui, aurait l'impression d'avoir un vrai cluster à lui. Voilà, c'est le genre de choses qu'on utilise ça aujourd'hui, surtout pour des environnements éphémères, par exemple. Mais bref, on parlait de bac à sable, mais... Ouais, je suis pas étonné par rapport à ça. C'est Inception, là, c'est-à-dire c'est l'univers dans l'univers. À certains égards, puis pour ceux qui connaissent l'infrastructure plus intime des volets Azure M365, c'est énormément ça. Il y a beaucoup de virtualisation dans la virtualisation. Fait que eux-mêmes utilisent beaucoup ça. Je ne connais pas chez les AWS et GCP. Là. J'ai pas ce degré de connaissance-là de gens qui vont communiquer ce que c'est. Mais effectivement, de resimuler une virtualisation dans une virtualisation, c'est un concept intéressant parce que ça permet de redonner à plus de gens la chose, mais c'est Inception. Moi, je trouve ça très drôle. C'est littéralement Inception en termes de concept. Là, je suis dans un rêve. Fait que la virtualisation est comme ça, mais ce degré de souplesse-là est utile, puis il y a incidemment beaucoup de cas d'usage qui sont associés. Là. Mais je n'ai rien à rajouter. Ben, c'est bien, mais je te remercie énormément parce que là, on a vraiment abordé un sujet peut-être un peu plus complexe, un peu plus crunchy, les API et les airbags, parce que là, on abordait plus des sujets qui sont peut-être plus dans le réel, puis moins abstraits que les derniers. Donc, je te remercie énormément, toujours très plaisant, puis j'ai très hâte au suivant. On se revoit prochainement.